Bonjour et Bonjour. bienvenue à la chaîne TV Les Chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP. Ici, nous parlons terrain, technique, responsabilité et transmission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial dans le génie civil, plus particulièrement dans les BTP. Nous abordons un sujet crucial, comme je viens de le dire, à savoir pourquoi les bâtiments au Sénégal fissurent-ils si tôt. Pour en parler, nous recevons M. Mbaye Diop, architecte DPLG, enseignant-chercheur à l'école polytechnique de Dakar, à l'Institut polytechnique panafricain et à l'école polytechnique de Thiès. Bonjour, M. Mbaye Diop. Bonjour, M. Mbaye Diop. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler aussi de votre cursus dans le génie civil? Merci, M. Mbaye Diop. Ça serait un plaisir et un honneur pour moi de me présenter en tant qu'architecte qui a fait sa formation dans une école nationale d'architecture, au Sénégal d'abord, puis qui a continué sa formation dans une école d'architecture à Marseille-Lumini et qui est sorti comme architecte. Généralement, les gens qui vont en Europe terminent et veulent rester. Moi, c'était l'inverse. J'ai terminé, je me suis dit, je peux être utile pour mon pays et je vais rentrer dans mon pays, monter mon propre cabinet, faire mon activité de profession libérale et en parallèle aussi, être à côté de ma famille pour aussi les coacher un peu. Parce que vous savez que dans les familles, il y a des jeunes. S'il n'y a pas d'aînés qui sont là, qui les orientent dans leurs études, dans leur formation, à les motiver, à leur montrer comment on se débrouille dans la vie, généralement, on assiste à des déperditions. Donc ça faisait partie des préoccupations principales qui ont justifié un peu mon retour au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai monté mon cabinet. Au début, ça a été un peu difficile, mais quand même, pourquoi même c'est difficile? C'est pas parce qu'on n'avait pas de projet. On avait des projets, mais seulement ce sont les proches qui viennent vous faire, qui font des commandes. Et les proches, généralement, vous connaissez très bien le Wakhalé au Sénégal, ben, ils vont essayer de donner juste un Ndiogougouro. Et le Ndiogougouro ne permet pas de faire face à ces charges. Donc finalement, je me suis remis un peu dans le commerce, mais parallèlement, comme l'enseignement m'intéressait, j'avais déposé des dossiers de demande d'enseignement, d'enseignants vacataires au niveau de l'école polytechnique de Thiès qui m'a déjà coopté en 97-98. L'année d'après, c'est l'ESP aussi qui m'a coopté et j'étais enseignant vacataire entre les deux structures. À la fin de 1998, l'État du Sénégal m'a coopté pour être l'architecte collaborateur à l'architecte conseiller du gouvernement et on gérait tous les grands travaux du chef de l'État. On avait même une puissance qui dépassait celle des ministres. Et on décidait dans ce pays pour tout ce qu'il faut faire en termes d'aménagement et en termes de grands projets. Alors j'ai travaillé là-bas presque 4 ans. Entre-temps, l'école polytechnique de Thiès m'a recruté comme enseignant titulaire. Et donc je suis resté à Thiès où j'ai enseigné un certain temps avant qu'on crée l'université de Thiès. Et l'université de Dakar voulait reconquérir les formations de génie civil, génie mécanique qu'on avait affectées à Thiès, puisque Thiès allait avec l'université de Thiès. Donc du coup, l'université de Dakar m'a demandé de revenir à l'ESP Dakar pour monter en tant que responsable pédagogique les formations de génie civil. À raison pour laquelle je suis revenu à Dakar et c'était même une opportunité pour moi du fait que déjà mon cabinet est à Dakar. Et ainsi donc, je suis devenu un enseignant dans toutes les écoles de formation au Sénégal, surtout à Dakar et à Thiès où on faisait du génie civil. Et donc depuis ces années 97-98 jusqu'à présent, ça nous a valu l'expérience que nous avons aujourd'hui en termes d'enseignement. Le fait aussi, on est dans notre cabinet, on travaille, on est sur le terrain. Ça renforce de façon pratique les compétences que nous avons. Et n'oublions pas aussi que nous visitons presque la majeure partie des grands chantiers du Sénégal pour
comment j'ai encore assisté les étudiants. Parce que parfois, les formations sont très pratiques, très théoriques. Et pour avoir un aspect pratique, les visites de chantier l'étaient. Et dans ces visites de chantier, c'est des échanges avec des professionnels comme M. Mbaye Diop quand on a visité son chantier. Et ça aussi, c'est un apport aussi bien pour vous que pour nous. Raison pour laquelle aujourd'hui on est à ce niveau jusqu'à susciter un espoir qui fait que généralement tout ce qui touche le génie civil, nous sommes interpellés. Merci M. Diop. Merci M. Diop, mais avec votre expérience, normalement vous pouvez peut-être nous dire 1 ou 2 chantiers qui ont marqué votre parcours. Déjà, vous avez le centre hémodialyse de référence qu'on devait faire à Tambacounda. Il n'y avait pas de projet ou d'hôpital spécialisé dans le traitement, rénal. Donc, quand il s'est agi de faire ce projet, naturellement, les gens qui le faisaient avaient confiance en moi et sont venus me voir pour me demander de leur faire un projet avec des aspects très innovants. Et raison pour laquelle j'ai travaillé avec eux, on a essayé d'apporter plus que les attentes. Et du coup, c'était une véritable réussite sur le plan technologique par rapport à ça. Donc ça, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Et malgré la distance, on y allait régulièrement, on était sollicité régulièrement et on a pu donner un projet qui était vraiment aux normes internationales. Ça, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Un deuxième projet qui m'a beaucoup marqué, qui malheureusement n'a pas abouti comme on le veut pour le moment, c'est le projet du lycée technique professionnel de Sandiara. Pourquoi je cite ce projet? Parce que c'est un projet où il y avait des challenges dans les formations. Moi, en tant qu'enseignant, qui a la pratique des classes, qui comprend comment une salle de classe doit fonctionner, qui est spécialiste de maîtrise de vie et évaluation des travaux, comment optimiser la production d'un projet de telle sorte qu'on rabaisse le coût de formation. Alors, c'était aussi un challenge d'apporter des innovations. J'ai pu organiser ce projet et pour les salles de classe, j'avais composé 4 salles de classe avec une entrée principale et un espace de distribution, un escalier au fond, 2 salles de classe à gauche, 2 salles de classe à droite, avec une séparation de ces salles de classe. Ensuite, encore, quand vous allez à l'étage, vous avez encore 2 salles de classe, ça vous fait 4 salles de classe. Et les salles de classe étaient conçues de telle sorte que quand les étudiants sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas voir latéralement. Donc, on avait fait des encoches qui permettent d'amener la lumière et le vent. Mais quand on est dedans, on ne voit pas ce qui se passe dehors pour pouvoir augmenter le niveau de concentration des étudiants. On a amené un espace, du moins des estrades, parce que d'habitude on le laisse, ce qui fait que quand vous êtes assis et que l'estrade permet à celui qui traite les sujets au tableau, vous avez un angle de vision de sorte que celui qui est assis devant vous ne vous dérange pas. Donc ça, on l'a ramené. L'enseignant qui devait être là en face, j'ai trouvé un espace décalé pour que l'enseignant puisse être là, voir les étudiants, voir le tableau et gérer son projet. Avec tous les équipements nécessaires, un magasin avec des placards qui permettaient aux étudiants en cas de pause de pouvoir ranger leurs bagages, mais aussi, au lieu d'aller chercher des vidéos, des nangam, dans les magasins, on met tout ce qui est nécessaire pour le développement, pour le fonctionnement de chaque classe. Alors, l'avantage, vous avez un bloc qui fait 4 classes. Si vous en avez 2, ça vous fait 6 classes. Déjà, un bloc qui fait 4 classes, c'est 6e, 5e, 3e, 4e et 3e. Donc, vous avez un seul bloc de rez-de-chaussée, vous pouvez loger 4 classes. Si vous l'avez à l'étage, vous pouvez loger 8 classes. Si vous avez 2 blocs entiers, vous pouvez loger 16 classes. 16 classes, c'est plus qu'un lycée. Donc, vous voyez que sur un petit espace restreint, vous avez 2 blocs séparés qui permettent de résoudre tous les besoins en termes de salles pédagogiques. Et ça libère l'espace pour qu'on ait des terrains de football, des terrains de handball, des terrains de basketball, des terrains d'application, des ceci, des cela, et de l'espace vert et agrémenter l'espace. Donc, on a fait un projet qui était vraiment une réussite sur le plan architectural. Bon, malheureusement, dans l'exécution, je ne peux pas dire les tenants et les aboutissants. En tout cas, le projet n'a pas encore abouti pour des raisons particulières que l'État du Sénégal peut-être gérera un jour. Mais nous, on a fait notre mission. Notre mission, c'était de produire. Notre mission, c'était de suivre. Et toutes les incongruités qui étaient dans ce projet, nous l'avons posé, souligné. Mais en face, nous avions des gens qui n'étaient pas réactifs pour aller dans le bon chemin.
Malheureusement, comme je ne pouvais plus supporter, j'ai démissionné et j'ai laissé tomber le projet. Merci. Ah, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je ne savais même pas que vous êtes ce lycée-là et l'œuvre de M. Mbaye Diop, qui est un mentor pour moi, que je ne cesse de dire tout le temps. Mais si on fait un peu de recul, avec votre expérience, avez-vous constaté vraiment une évolution dans la pathologie des bâtiments au Sénégal? Je peux dire oui, dans un sens. Avant, les vrais professionnels n'étaient pas impliqués dans la production des bâtiments. Pour quel technicien supérieur ou dessinateur avait des cartes en mettant dessus qu'ils sont architectes. Des techniciens qui ont fait génie civil ou des apprentis qui étaient dans des bureaux d'études de génie civil ont leur carte de visite sur lesquelles ils mettent ingénieur. Le bâtiment commençait à marcher, les tailleurs, les commerçants, tout le monde veut être entrepreneur. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire au Sénégal, parce que pour décrocher les marchés, le plus souvent, on ne le fait pas dans les règles de l'art. La majeure partie des gens qui décrochent les marchés, bon, c'est difficile de le dire publiquement, mais vous comprenez, c'est des négociations. Alors donc, du coup, les bénéfices escomptés dans le projet, les gens ont des difficultés, surtout les entrepreneurs, de les recouvrer pour des projets de moindre importance. Donc, du coup, ils sont obligés de sacrifier la qualité de la production pour pouvoir faire des bénéfices. Je donne un exemple. Là où on vous dit que pour 1 mètre cube de béton armé, il faut mettre 350 kg de ciment, qui est l'équivalent de 7 sacs, sur les chantiers. Si le contrôle n'est pas effectif, l'entrepreneur, généralement, va vous mettre autour de 5 sacs. Donc, économise les 2 sacs. Ainsi de suite, sur plusieurs choses, la qualité des carreaux, la qualité de ceci, la qualité de cela, c'est là où ils peuvent gagner, parce que, étant entendu que leurs bénéfices, généralement, en négociant avec des gens, les gens prétendent prendre quelque chose. Donc ça, c'est un véritable problème. Alors, on disait que les architectes coûtent cher, les ingénieurs coûtent cher. Or, il est démontré dans tous les pays du monde, si vous prenez un architecte et un ingénieur pour la gestion de votre projet, la production de votre projet, et un entrepreneur qui a au moins un service technique, vous allez faire des économies de l'ordre de 35 à 36% du budget de votre construction. C'est plus que déterminant. Or, l'architecte, sa mission complète, on le paye entre 6 à 8%. Et même aujourd'hui, encore, les gens veulent descendre en dessous de ce chiffre. Est-ce que donc l'architecte coûte cher? L'ingénieur et tous les ingénieurs réunis des lots techniques, généralement, on les paye autour de 4,5% ou 4,75% maximum. Le bureau de contrôle, c'est entre 1 à 2%. Donc, si on prend 2%, 4,5%, plus les 6%, ça vous fait autour de 12,5%. Effectivement. Et vous avez fait, vous, une économie de 36%. Et sur les 36%, sortir 12% et payer, avoir la qualité. Et au-delà de la qualité, ce n'est pas uniquement la qualité de la construction, mais disposer d'un cadre de vie qui s'adapte par rapport à vos réalités. Ça, c'est le travail de l'architecte. La qualité de la construction, c'est le travail des ingénieurs et nous aussi, y compris. Donc ça, les gens ne parviennent pas à le comprendre. Et comme dans notre loi de 78-44 qui organise la profession des architectes, il est formellement interdit aux architectes de faire de la publicité. Donc on ne peut pas aller dire aux populations les véritables réalités. Et ceux qui ne sont pas architectes ni ingénieurs, eux, ils trouvent leur compte que nous, on n'intervient pas. Parce que quand on intervient, c'est pour faire respecter des normes. Donc, vous voyez, c'est un peu ça qui est à l'origine de ces qualités. Donc, du coup, les processus de production de projets ne se font pas régulièrement. Les études nécessaires pour pouvoir sous-tendre les études de béton armé comme les études de sol, on ne le fait pas régulièrement. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans les chantiers courants. Moi-même, en tant que, à l'époque, membre du Conseil de l'Ordre des architectes, chargé de la défense de la profession et de l'insertion des jeunes, surtout la défense de la profession, donc le respect des réglementations, on avait fait une étude, on se rendait compte que presque plus de 95% des projets réalisés au Sénégal le sont sans architecte ni ingénieur. C'est pour vous dire à quel niveau aujourd'hui on est. Les gens qui ne sont pas du métier se sont appropriés notre métier, font notre métier, et avec leur méconnaissance, leur non-maîtrise des techniques, c'est ce qui génère tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais parlant de ça, aujourd'hui, je pense que l'Ordre des architectes
normalement, doit refaire, est-ce qu'il ne doit pas refaire ce qu'on appelle revoir ses textes pour remettre de l'ordre sur le fonctionnement de ce métier? Venir dans les écoles privées et pouvoir aider à relever le niveau. Cette école aussi, les gens qui interviennent là-bas, qui sont aussi des architectes, seraient plus en contact avec les formations pour faciliter l'insertion des jeunes. Prendre des jeunes dans des cabinets sous forme de stagiaires, les recruter, etc. etc. Et même aussi, ça sera un link avec les bureaux d'études. Donc, si nous, on ne parvient pas à s'asseoir et à s'entendre, à apporter les changements idoines pour notre corps de métier, ben, c'est nous qui perdons toujours. Et ça, malheureusement, ceux qui dirigent au niveau de l'ordre des architectes ne le savent pas. Et même, il y a un problème particulier quand on fait une réunion à l'ordre des architectes. On peut dire que même les architectes ne sont pas intéressés pour venir. Il n'y a qu'un noyau dur qui vient. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de l'ordre des architectes, dans les années passées, ne savaient pas mobiliser. Si vous ne mobilisez pas, ben, vous prenez des décisions qui n'engagent pas tout le monde et qui est toujours sujet de discussion et de remise en cause. Voilà un peu. Encore une fois, on vous remercie de ces éclaircissements. Mais M. Mbaye Diop, est-ce que les fissures sont-elles aujourd'hui plus fréquentes qu'avant? Et si c'est le cas aussi, est-ce que c'est un problème urbain ou un problème généralisé? Alors, plus fréquent qu'avant, on peut dire presque non. Seulement, si on les constate aujourd'hui, c'est parce que la masse de construction est trop importante. Avant, les gens construisaient peu. Certains se contentaient de baraques. Certains se contentaient de ce qu'on appelle nyari pantre. Donc les gens n'avaient pas ce challenge aujourd'hui avant de construire certains immeubles. Et même on en parlait tout de suite. Quand tu commençais à construire à partir de R+1, tout le voisinage se mobilise pour vous dire il faut arrêter. C'est pas bon pour vous. Et moi j'ai payé les pots cassés, j'ai construit chez moi un R+2 dans mon village, un R+6 dans mon village et le R+6 est tombé. Il y a des aspects techniques, c'est vrai, mais aussi il y a des aspects que tu ne peux pas comprendre. Je vis là-bas, je vois des choses et toutes les délégations du monde, l'imam, les chefs de quartier, les sages, tout le monde est venu me dire qu'il ne faut pas dépasser R+2. Et j'étais têtu. J'ai fait ce que je croyais être bon et je me suis retrouvé avec des problèmes. L'Afrique, l'Afrique, c'est l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et même le frère de mon père me disait, ici, c'est une ville où des gens quittent d'autres contrées pour venir se retrouver pour faire du business. Et à l'époque, les gens avaient des formes on peut dire gris-gris, qui font que celui qui s'implante et qui commence à voir son affaire qui fleurit, cherche à faire des choses de telle sorte que personne d'autre ne viendra être au-dessus de lui. Et jusque dans les constructions. Mais bon, moi, en tant que quelqu'un de très rationnel, je dis que ça existe, mais bon, ça c'était longtemps, etc. Actuellement, ça ne nous concerne plus. Mais quand même, j'ai vécu des choses qui font qu'après, je me suis rendu compte que c'est une réalité. Et l'autre chose aussi, quand vous construisez, vous ne mettez pas ce qu'il faut, parce que moi, je n'avais pas jugé utile de prendre un technicien supérieur en architecture ou en génie civil, de le prendre de façon permanente sur le chantier pour contrôler. Je voulais développer mon espace, ma localité. Je fais appel à des maçons qui sont très expérimentés, parce que c'était des anciens maçons de la CDE. Mais le problème, ils venaient à 3h, 4h du matin pour voler mon ciment, voler mon fer, voler mes planches, voler mes matériels. Moi, je ne viens que le samedi et avant de venir, ils sont assez avancés pour cacher des choses que je ne voyais pas. Et jusqu'aux qualités des bétons. Vous êtes un responsable de chantier, vous coordonnez un chantier. On coule un poteau ou un escalier, vous venez à l'angle, vous prenez l'angle, vous faites comme ça, le béton se casse. Il sait très bien ce qu'il le fait. Et c'est là où on est arrivé, et au moment où je le vois, c'était trop tard. Et sous l'effet des charges et des retours de pluie qui ont humidifié le bâtiment, le bâtiment perd de sa résistance. Et ça a amené ce que ça a amené. C'est pour dire qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a maintenant, pour ces fissures, il y a plus d'architectes, il y a plus d'ingénieurs, il y a plus de techniciens supérieurs. Si on s'oriente dans le sens de faire respecter les normes et d'impliquer les gens, les connaisseurs dans la production, on va tout simplement éviter beaucoup de choses. Nous, architectes, on est conseillers.
Si quelqu'un veut faire son projet, la première des choses que je lui conseille, va faire une étude de sol. Ça, c'est un préalable. Si le terrain est important, je vais le conseiller d'alors, du moins, d'aller faire une étude topographique. Parce qu'on sait ce qui peut générer des tassements différentiels qui peut amener des fissures sur un bâtiment. Les longueurs des bâtiments, on sait que ces bâtiments seront soumis à des dilatations thermiques. Et il y a des longueurs, quand vous y arrivez, vous êtes obligé de mettre un joint de dilatation thermique. Ça, nous savons. Mais le commun des mortels qui sont dans le métier, s'ils ne sont pas allés dans des écoles ou à être à côté de gens expérimentés qui les coachent et leur disent ce qui se passe, ne le comprennent pas. Donc, du coup, vous allez construire et il y aura des fissures. Le sol peut être sujet de fissures, la topographie peut être sujet de fissures, mais aussi, tout simplement, les longueurs des bâtiments avec les variations de température peuvent être sujet de fissures. Et viennent maintenant les qualités des matériaux et la qualité de mise en œuvre. Voilà. Dans ce cadre, est-ce que le mot fissure, en tant que tel, n'est pas utilisé à tort? Est-ce que c'est possible de nous expliquer pour mieux comprendre en tant qu'ingénieur ce que cela signifie, fissure? Parce que je prends l'exemple aujourd'hui à Diamniadio, où tout le Sénégal pense que comme on a un sol assez particulier, quand les gens voient des fissures, immédiatement, ils vont penser que le bâtiment s'écroule. Donc, est-ce que le mot fissure n'est pas utilisé à tort? Si vous pouvez expliquer de manière claire pour clarifier la population, les étudiants qui sont là, que avoir une fissure ne signifie pas un bâtiment qui s'écroule. Voilà. Effectivement, les fissures rentrent dans le cadre des désordres. Ce sont des désordres. Maintenant, il y a des fissures préjudiciables et des fissures non préjudiciables. Quand c'est des tassements mineurs, c'est normal qu'il y ait des fissures. On laisse l'ouvrage se stabiliser, on peut ouvrir, mettre des systèmes d'agrafe et réparer la fissure. Ça ne va pas revenir parce que c'était juste des désordres mineurs. Maintenant, quand c'est des désordres majeurs, là, il y a un risque. Parce que si la fissure commence à affecter les éléments de structure, comme des poutres, comme des dalles, là, ça pose un problème particulier. Mais si c'est des fissures liées juste à la maçonnerie, parfois il y a des fissures de retrait. Si vous coulez correctement un poteau vibré, vous venez le coller avec un mur de remplissage, le mur de remplissage est fait après, il y a de fortes chances qu'il y ait une fissure. Pourquoi? Parce que l'ancien béton et le nouveau béton ne se collent pas. Pour éviter cette fissure, il faut utiliser des grillages poulaillers, des pontes, ce qu'on appelle pointe acier. Vous mettez un lit de grillage poulailler. Vous avez même appris à l'école que deux bétons qui n'ont pas de même âge ne s'accolent jamais. Ne s'accolent jamais. Voilà, à moins d'utiliser une résine particulière qu'on appelle des résines de reprise de bétonnage. Là, on a la chance. Sinon aussi, on a d'autres techniques. L'ancien béton, il faut venir les piqueter, brosser jusqu'à révéler les graviers, comme font ceux qui collent les chaussures là. Ils ne viennent pas mettre les cols et toucher. Ils ouvrent, ils prennent une lame, ils grattent, ils les rendent rugueuses. L'autre côté, la même chose, ils mettent la colle, attendent un peu que ça sèche pour coller. Donc, il faut que l'ancien béton soit rendu rugueuse et bien rugueuse pour que le nouveau béton ait la chance de se coller. Maintenant, si vous mettez la résine permettra ce collage parce que la résine, c'est une colle. Donc, vous avez des résines de reprise de bétonnage qui permettent d'assurer les liaisons entre l'ancien béton et le nouveau béton. Maintenant, si vous mettez un bandeau de grillage poulailler, vous le fixez sur le poteau béton avec des pointes acier, vous le fixez sur le mur et après vous le remplissez par du béton, un mortier de type Gopti. Ben là, effectivement, la fissure sera absorbée par l'armature qui est à l'intérieur, qui sont ces grillages poulaillers. Donc ça, c'est une solution. D'accord. Parlant encore une fois des fissures, mais est-ce qu'on peut avoir des différences entre une fissure structurelle et une fissure superficielle? Si, on voit les différences. Les fissures et quand structurelles... est-ce que ces fissures peuvent alerter immédiatement? Voilà. Les fissures structurelles sont liées à des tassements différentiels.
Ces tassements différentiels sont de 5 ordres. Quand vous avez un ancien bâtiment déjà construit, par extension, vous construisez un nouveau bâtiment qui vient se coller dessus, forcément il y aura fissure. Pourquoi? Parce que l'ancien bâtiment a eu le temps de tasser le sol dans le temps. Le nouveau bâtiment qu'on vient de construire commence à tasser progressivement le sol. Ça amène un effet de tassement différentiel des cisaillements. Donc on ne peut pas coller un ancien bâtiment d'un nouveau bâtiment si on ne s'y connaît pas. Parce que ça sera toujours sujet à une fissuration. Sachant que ça va se fissurer, quel que soit alpha, on va prévoir un joint entre les deux qu'on appelle un joint de rupture ou un joint de tassement différentiel. Donc ça, il faut le connaître pour le prévoir. Si vous avez des bâtiments de poids différents, comme par exemple un immeuble de la taille de IPP, au moment où on le construit, on le colle avec un petit bâtiment annexe qui ne pèse rien. Le bâtiment, l'immeuble de IPP qui est dirianké, l'autre qui est mannequin, vous les posez sur le même sol, celui-là va tasser de façon importante le sol pendant que l'autre le tasse lentement. Ça amène un effet de cisaillement et ça va vous couper le bâtiment. Si ça coupe le bâtiment et qu'il y a une poutre, ça va couper les poutres, ça va couper les dalles et ça c'est préjudiciable. Donc quand vous avez cette situation, le bâtiment de volume important et de poids important ne doit pas être collé au nouveau bâtiment sans qu'on ait prévu un joint de rupture entre les deux. Ça c'est deuxième situation. Si vous avez des bâtiments, même si c'est même volume, même poids, mais une partie du bâtiment, vous lui affectez un système de fondation, supposons par exemple des semelles filantes. L'autre partie, vous lui mettez des piers. Du fait que vous avez deux systèmes de fondation différents, cela signifie deux modes de transmission des efforts sur le sol porteur différents. Donc ça amènera des tassements différentiels. Donc ça aussi, ça peut être, si vous ne mettez pas votre joint, ça va couper votre bâtiment. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, si vous avez même le bâtiment de même poids, mais cette partie du bâtiment, parce que quand vous faites des sondages sur un sol, tu peux avoir une zone qui a un bon sol à telle profondeur de nature A, mais quand vous dépassez telle ligne, vous avez un autre sol de nature B, du fait que vous avez deux sols qui doivent recevoir la même charge, le même bâtiment. Mais ces sols n'ont pas la même résistance, ne sont pas capables de résister à la même pression. Ben, vous allez avoir un tassement différentiel. Donc là où la limite séparative entre le bon sol A et le bon sol B, il va falloir prévoir un joint de rupture. Ça, c'est quatrième situation. Cinquième situation, c'est quand vous avez le même bâtiment, de même poids, de même volume, que vous faites reposer sur un bon sol, même si cette fois-ci c'est le même bon sol, mais le bon sol se trouve à des profondeurs différentes, comme vous voyez le relief en hauteur, c'est-à-dire sur la surface du sol, partout le sol n'est pas au même niveau. Mais là, vous avez le bon sol qui est là, quelque part le bon sol est descendu et allé un peu plus bas. Le fait qu'il y ait un décalage significatif entre les niveaux du même bon sol peut être sujet à des tassements différentiels. Pourquoi ? Parce que chaque sol a un effet d'inertie. C'est quoi l'inertie? Vous vous rappelez la règle plate là que je prenais comme ça, je fais comme ça se déforme. Si je mets l'autre dans l'autre sens, ça refuse de se déformer. Donc c'est cette épaisseur du bon sol. Là où le bon sol est plus élevé en cote altimétrique, en sous-sol, par rapport à sa base, ça donne une épaisseur plus importante. De l'autre côté, comme c'est descendu, l'épaisseur peut être moins importante. Du fait de ces différences d'inertie, vous risquez d'avoir des tassements différentiels. Donc, le sachant, il est préférable de prévoir le joint de rupture et comme ça, on est préservé de ces ruptures. Maintenant, il peut y avoir des facteurs extérieurs, des tremblements de terre, il peut y avoir des vibrations à travers, du moins à proximité de chantiers où on utilise, comme encore, de la dynamite. Toutes ces micro-vibrations ou ces vibrations qui se propagent dans le sol aussi peuvent être source de désordre quand ça atteint certaines amplitudes. Voilà, merci. Donc, cela veut dire que si on fait une petite synthèse, on peut dire que les fissures ne sont pas dangereuses, mais certaines quand même peuvent être des éléments qui peuvent alerter de manière sérieuse. Je donne un exemple, par exemple, comme Diamniadio. Diamniadio, on dit que ce sont des argiles gonflantes et que tout le monde cherche des bons sols au-delà de la couche argileuse en profondeur pour y aller avec des pieds. C'est ce que tout le monde fait. Or, si on faisait un radier général, dimensionné pour résister au risque de tassement différentiel, ça tiendrait. Mais seulement, ce n'est pas économique parce que c'est beaucoup de béton et ça va peser lourd. Juste ça, mais ça passe.
C'est pour dire, quand les gens connaissent, les solutions sont là. Et ils vous orientent à prendre les bonnes décisions. Ils vous orientent à éviter tous les inconvénients tels que tous ces fissures qu'on est en train de dire. Et donc le tour est joué. Tous ces fissures de retrait, on sait, et on sait comment faire les pansements par rapport à ça, avec le grillage poulailler, etc., etc. Donc, sincèrement, si vous suivez le processus, prendre votre ingénieur géotechnicien qui vous fait l'étude de sol, sur la base du rapport d'étude de sol, l'architecte est informé, l'ingénieur est informé puisque lui, il doit utiliser ce rapport pour faire son dimensionnement. L'architecte et l'ingénieur pour toute la partie superstructure s'y connaissent. En collaborant, ils vont vous proposer des solutions qui vous permettent d'avoir une construction, comme disent les Wolof, mais aussi on a beau faire techniquement et scientifiquement des plans exécutables. Sur le terrain aussi, celui qui exécute, s'il ne respecte pas la procédure, ça va amener un problème. Raison pour laquelle il y a la nécessité d'avoir un contrôle. Et donc, il faut encore prendre un bureau de contrôle, non seulement qui valide les propositions techniques de l'architecte et des bureaux d'études, mais en même temps, sur le chantier, il descend encore pour vérifier si les solutions techniques préconisées sont appliquées régulièrement et ils vont effectivement faire des PV à la fin, un rapport. Et sans ce rapport, les assureurs refusent généralement d'assurer votre bâtiment parce que c'est des bâtiments à risque. S'il y a le rapport, le risque est minimal, donc les assurances acceptent d'assurer votre bâtiment. Et ça aussi, c'est plus que important. Merci. Vous avez abordé une question très importante quand on parle, par exemple, de l'état du sol de Diamniadio. Moi, je dis tout le temps, un ingénieur ne doit jamais dire que tel sol n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de mauvais sol. Il n'y a pas de mauvais sol. Par exemple, aujourd'hui à Diamniadio, ça commence à diminuer, mais les gens ont tendance à tout le temps faire des pieux, des micro-pieux. Alors que moi, j'ai fait des travaux avec le laboratoire S2G de Casablanca, où nous avons trouvé même des solutions beaucoup plus moins chères en faisant de la substitution avec un radier général que vous venez de dire, qui va exactement être moins cher de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si on connaît les techniques, comme accompagné avec des gens d'expérience de votre trompe, mais les choses peuvent se faire naturellement. Donc, parlant de ça, mais naturellement, il y aura ce qu'on appelle un problème de responsabilité. Mais dans des projets, dans des situations pareilles, quand des fissures apparaissent, la responsabilité incombe telle à l'ingénieur, à l'entreprise ou au maître d'ouvrage. Ou bien existe-t-il une responsabilité morale dans la construction, ou bien dans les normes et les contrôles sont-ils suffisamment respectés? Voilà. Donc déjà, pour répondre par rapport à la responsabilité, vous avez ce qu'on appelle les responsabilités solidaires. On était en train de faire le cours d'organisation de chantier, mais pour la partie responsabilité, malheureusement, le temps s'est épuisé, de même que ce que je t'invite à faire après avec eux, la planification, parce qu'on devait voir les systèmes pertes, les diagrammes pertes, les calculs des délais, calcul des dates d'arrivée au plus tôt, des dates d'arrivée au plus tard, les battements, déterminer ce qu'on appelle les chemins critiques, etc. Ça, c'est plus que déterminant dans l'organisation de chantier, mais malheureusement, les écoles ne donnent pas suffisamment de temps ou d'heures pour qu'on puisse tout faire. Alors, dans les responsabilités, l'entrepreneur est le responsable principal. Parce que dans le CPS, le cahier des prescriptions spéciales, il est dit que l'entrepreneur, par ses connaissances professionnelles, doit suppléer au manquement des ingénieurs et des architectes. Et que s'il y a des omissions, c'est lui qui doit apporter des solutions. S'il y a des erreurs, c'est lui qui doit détecter les erreurs, les corriger. Donc lui, il est responsable principal. Les autres lui sont solidaires, selon le niveau de responsabilité. Ça, c'est une chose. Donc aussi, situer les responsabilités, ce n'est pas du tout compliqué. Et chaque fois qu'il y a un problème, on peut contracter un expert qui viendra faire de l'expertise. Et notamment, les bureaux de contrôle, le plus souvent, c'est eux qu'on prend comme experts quand il y a un problème. Et dès qu'ils font l'expertise, les analyses nécessaires, les diagnostics nécessaires, ils peuvent situer la responsabilité. Maintenant, la responsabilité, si ça incombe à l'ingénieur ou à
de toute façon, l'entrepreneur sera solidaire. Maintenant, si ça incombe uniquement à l'entreprise, c'est l'entreprise qui gère ses responsabilités parce qu'il y a des défaillances au niveau de l'entreprise qui a fait qu'il y a eu ça. L'entrepreneur lui-même est contrôleur par lui-même, c'est-à-dire les ingénieurs de l'entreprise contrôlent ce qu'ils font. Le conducteur des travaux vient régulièrement sur le chantier vérifier. Lui-même, il est responsable de chantier. Il ne vient pas se mettre dans son bureau et ne pas descendre sur le terrain et regarder. Il regarde tout ce qui se passe. On le rencontre. Il donne des ordres. Quand on est allé là-bas, il y a l'autre ingénieur, comment il s'appelle, qui nous avait reçu, Nian, qui est son bras droit. Donc Nian est sur le terrain, qui est son œil, qui regarde, son homme de confiance. S'il a un problème, il lui impute automatiquement le problème. Ils vont se voir, et ceci aussi, Victorine. Et ils vont se voir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, prendre des responsabilités. Donc ça, c'est une chose. Raison pour laquelle la responsabilité, on sera toujours la situer par rapport à l'expertise et aussi chacun sait d'avance à quel niveau de responsabilité vous êtes exposé et prendra des dispositions nécessaires pour que ces responsabilités ne lui tombent pas dessus. Parlant de Diamniadio avec toujours le problème des argiles, je vous avais eu en technologie de construction, je crois, si vous études de sol. Partant des études de sol, on a appliqué les techniques d'amélioration des sols. Et il y a combien de techniques d'amélioration des sols? Il y en a combien? Il y a des pays où c'est plus difficile de construire là-bas qu'à Diamniadio. Diamniadio, ce n'est pas des difficultés. Ouais. Ce n'est pas des difficultés. Mais quand vous allez aux États-Unis, quand on a libéré les Noirs, mais on leur a donné les marécages, les terres les plus mauvais pour construire des villes. Aujourd'hui, il y a une ville américaine essentiellement habitée par les Noirs, mais ces terres étaient tellement mauvaises. Aujourd'hui, c'est une ville qui est tellement développée, si vous considérez, c'est la Pennsylvanie, je crois, en Pennsylvanie. Mais si on vous dit que ce sont des marécages, et les gens ont construit sur ces marécages, vous avez même vu, on a vu peut-être des documentaires sur la Hollande, où effectivement la Hollande, pour construire, était obligée de mettre des piquets de bois dans le sol pour renforcer le sol avant de construire dessus. Ils sont même allés maintenant jusqu'à dire, nous, on ne construit plus sur le sol. On va construire directement sur l'eau parce qu'on est entouré d'eau. Et ils sont en train de faire des villes flottantes, des infrastructures flottantes. Pour dire toujours, dans nos métiers, et même de façon générale, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Maintenant, les solutions, bien sûr, il faut s'attendre à ceux qui s'y connaissent et les pratiquants qui s'associent pour pouvoir faire des propositions de solutions. Et là, généralement, on aboutit à un projet ou en tout cas à un ouvrage qui, généralement, est le moins possible exposé. Voilà. Aujourd'hui, si vous devez donner un message, je ne parlerai pas des anciens, mais par exemple, les jeunes ingénieurs qui viennent, quel message vous devez vraiment leur adresser par rapport à ce fléau? Alors, déjà, premier message. Considérez que quand vous sortez de l'école, vous ne savez rien. Soyez humble et modeste. Acceptez d'aller apprendre en vous mettant à côté des gens qui connaissent. Vous êtes appelé à travailler dans plusieurs domaines. Si vous pouvez avoir des stages dans des cabinets d'architecture, prenez. Ne cherchez pas quand on vous paye parce que les compétences que vous allez acquérir en peu de temps, vous-même, vous ne pouvez pas le payer. Ça risque de dépasser ce que vous avez appris à l'école en moins d'une année et demie. Si vous allez dans des bureaux d'études, la même chose. C'est-à-dire l'enseignement, enfin, on vous donne ces prédispositions, mais ici, on ne vous donne pas beaucoup de choses pour que vous sortez tout de suite et être opérationnel. Mais quand vous êtes à côté de quelqu'un qui pratique, lui, il sait la solution tout de suite et il vous dit ce qu'il faut faire tout de suite. Et en peu de temps, il vous forme. J'ai un étudiant en DIC de génie civil. Il ne savait même pas modéliser un crayon. Pendant les vacances, moi qui ne maîtrise pas les logiciels, mais j'étais là à le coacher. Et comme il est curieux, il se débrouille jusqu'à avant la fin des vacances en 3 mois. Vous voyez les 2 gardes de sortie à Kermassar et à Rufisque S. C'est FH qui me l'avait donné. C'est lui qui les a modélisés. C'est lui qui a fait la vidéo. En peu de temps, il est devenu tellement professionnel. Je lui dis, toi, ce n'est pas la peine, termine ton diplôme d'ingénieur, va faire de l'architecture, vous serez un excellent architecte. Mais vous voyez, les jeunes, ils sont pressés. On lui propose un stage, il avait tout chez moi. Du jour au lendemain,
j'ose pas dire le terme qu'il faut dire. Il commence à sortir des tankouboukés, comme on dit. Et je l'ai laissé, je l'ai libéré parce que aussi, on n'est pas mariés, comme on dit. Moi, je ne suis pas du genre qui retient quelqu'un. Quand tu ne veux pas rester, je te laisse libre. Vous lui donnez du travail, vous le payez, il ne fait pas le boulot. Or, avant, vous lui donnez le travail, avant même que tu te réveilles le matin, il t'envoie des choses. Je lis entre les lignes, je le laisse passer. Il part. Quelque temps après, il revient pour me dire, M. Diop, est-ce que je peux de temps en temps collaborer avec vous? Je l'appelle, il vient, je sors un contrat de plus de 600 millions pour lui dire, regardez, vous êtes parti, ce contrat est arrivé. Alors, vous voyez, wolof yi dañ ne loo fi xaarul du la fa fekk. Loo nekkul taalu bem doo nekk sëriñam. Moi, l'enseignement, parfois je me réveille le matin, je priais Dieu pour que à la fin du mois, avec mes cours de vacation entre l'ESP et EPT, que je puisse avoir au moins entre 75 et 100 000 francs. Aujourd'hui, je suis un enseignant de l'université avec un salaire qui dépasse le million. J'ai une indemnité en tant que responsable à l'ESP qui touche presque 1 million. Dans les formations là-bas, j'interviens. Bon, j'ai arrêté le maximum parce que bon, je me suis dit, l'architecture m'intéresse le plus. Je suis venu presque ici. Il n'y a que mes obligations de l'autre côté. Donc, vous voyez, là-bas aussi, il y a un deuxième salaire, un troisième salaire. Pour quelqu'un qui priait Dieu pour avoir 75 à 100 000 francs. Si je n'étais pas resté dans l'enseignement, et tous les collègues architectes me tombaient dessus en me disant que tu fais la honte du métier. Quand on te voit dans la ville, avec des sandales, rentrer dans les cars Diagadjaï, je n'avais pas de véhicule. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai 10 garés. Et je ne parle pas de ceux lesquels je me suis débarrassé. Vous voyez un peu. Si je n'étais pas resté, mais je ne vais pas l'avoir. Et encore une chose, aujourd'hui dans mon cabinet, la majeure partie des projets qui me viennent dans le cabinet, je n'ai même pas le temps d'aller chercher des clients. C'est eux qui me le donnent. Mes anciens étudiants sont aujourd'hui les méga boss de toutes les structures du Sénégal. Quand il y a un projet complexe, on dit, ah, ça, le seul architecte qu'on sait, bon, je commence à mesurer en centimètres, qui a une tête comme ça et qui est capable d'inventer, d'innover des choses qui peuvent dépasser l'entendement, pour ne pas dire qu'il fume, il pense que c'est moi. Et ça arrange à ce que je fasse le projet. Et chaque fois que je fais aussi, ça donne les résultats que ça donne. C'est pour vous dire que ne soyez pas pressés. Allez apprendre. Pour les musulmans, le prophète disait aller jusqu'en Chine pour apprendre les connaissances et les compétences. Et pourtant, lui, peut-être, il n'était pas allé en Chine. Il ne savait même pas où se trouve la Chine. Mais il sait que la Chine, c'est un continent loin, 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 loin. Et il le disait à ses disciples. C'est pour dire que tant que vous cherchez à acquérir les compétences, les connaissances, tant que vous êtes humble, ben c'est là où vous allez avoir votre bonne formation d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et à ce moment, vous n'avez plus de prix. C'est vous qui décidez de ce qu'on vous paye. C'est vous qui décidez de ce qu'on vous paye. Et peut-être même si vous avez de l'audace, vous allez vous-même créer votre propre structure. Demal Sabop. C'est le seul conseil que je peux leur donner. Voilà, merci. Et pour vous adresser aux acteurs du BTP? Alors, aux acteurs du BTP, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont une famille unie. Nous constituons une équipe pluridisciplinaire. Si un seul professionnel pense qu'il est l'élément indispensable, il se trompe. Chacun a des compétences que l'autre n'a pas. N'écoutez pas parfois vos parents. Vous avez un parent architecte, il pense que les ingénieurs, c'est des grandes gueules. Excusez-moi le terme. Je sais que vous... C'est le cas. Okay. Vous allez avoir un père ingénieur. Il dit que les architectes sont des faiseurs de malin. Ils ne savent que dessiner. Tu m'en as parlé. Hier, je cherchais mon petit-fils pour lui dire, mais vous croyez que les architectes nous sont des grandes gueules? Restez, écoutez-moi, je vais vous apprendre des choses que des ingénieurs ne vont pas vous apprendre. Il est ingénieur. Si je dis ça, si ça ne marche pas, il va me démentir tout de suite. Effectivement. Chacun a ses compétences. Il y a des choses, il le maîtrise 10 millions de mieux que moi. Il est ingénieur. Maintenant, si tu me demandes même de calculer la section d'un poteau, je ne sais plus. Depuis que je suis sorti de l'école, ça ne m'a plus intéressé. Mais lui, il ne voit que ça. Il ne voit que les sections d'armature. Il voit tout. Parce que c'est son domaine. Mais mon domaine, comment faire pour que l'air circule? Comment faire pour que le vent arrive? Comment faire pour que le bâtiment, quand je le construis, les gens passent, ils regardent jusqu'à aller donner des coups de tête sur les murs en face. Dimbeko.
Ça, c'est mon domaine. J'ai fait une villa dont la largeur du terrain fait 4,20 mètres. La longueur fait autour de 16 et quelques. Quand j'ai fait le salon, déjà le salon, j'étais presque à 10 mètres sur 4 mètres et quelques. La dame qui habitait la maison, parce qu'on devait la transformer, avait une chambre de moins de 3 mètres sur 3 mètres. Et tous ces enfants qui sont allés jusqu'à se marier, jusqu'à avoir des enfants, sont nés dans cette chambre. Subitement, je lui fais sa chambre à l'étage où vous avez une salle à manger, un coin salon, le coin, toujours, il n'y a pas de cloison, c'est l'espace, c'est l'aménagement. Vous avez votre lit dedans, vous avez un espace libre, un balcon et une salle de bain. Quand on lui a présenté le projet, la femme s'est effondrée. Elle disait que je pensais que j'allais vivre jusqu'à mourir, je ne vais jamais savoir ce que c'est une grande chambre. On me présente un palais. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et chaque fois que je vais là-bas pour les visiter, dès que j'arrive, il me dit « Ah, celui qui m'a permis de vivre la vie. » Je ne vais pas vous couper, mais je me rappelle, en première année, vous nous disiez que quand vous faites une conception pour un client, il faut le faire de telle sorte que quand le client rentre dans la maison, il n'a plus envie de sortir. Ça, vous nous disiez ça tout le temps. Et je le dis tout le temps. Voilà. On fait en sorte que les gens s'approprient leur maison. Qui wolof ni dañuy nopp seen kër. Ki nopp këram, soxnaam du sore kër ga. Enfin, si vous permettez. Effectivement. Qui nopp këram. En français. Hein? Wow, celui qui aime sa maison. Son mari, dès qu'il descend au bureau, il a envie de venir vite faire et ne passe pas son temps à regarder les dehors. Vous comprenez? À moins qu'une dehors la tient, vous comprenez? Les enfants ont envie de rentrer chez eux parce qu'ils se sentent, ils sont épanouis dans leur espace. Et même parfois, je taquine mes clients, je leur dis, moi, si on s'entend, parce qu'il faut payer, il faut payer, mais si on s'entend, je vous fais votre projet. Les filles, ne soyez pas fâchées. Sa jabar du fay. Je ne sais pas comment le dire en français. Votre femme ne va jamais abandonner la maison pour dire que c'est la fin du mariage. Parce que d'avance, elle s'est tellement appropriée cette maison que cette maison est une partie d'elle-même. Elle ne voudra jamais quitter la maison. C'est une réalité. Et aussi, tu as tout ici. Si ton mari ne marche pas, tire l'oreille et traite le problème avec elle. Ce n'est pas la peine de quitter. Et tu sais que là, c'est ton chez-toi. Or, encore une fois, nous les hommes, les maisons ne nous appartiennent pas, ça vous appartient, vous les femmes. Ça, il faut le comprendre. Nous, ne sommes que des passants et on va passer. Et d'habitude, même on meurt avant vous, toujours. Ça, c'est déjà maintenant, pour finir, quelle priorité pour améliorer la qualité des constructions en une phrase? Pour résumer et avoir la qualité des constructions, c'est très simple. Il y a un processus. Qu'on respecte le processus. Cherchez un terrain dans les règles de l'art. Si vous achetez un terrain, l'architecte peut vous dire là où vous achetez le terrain, il y a des problèmes ou pas. Parce qu'on sait tous les types de sols qui se trouvent à Dakar. On sait là où il y a les difficultés. Même sur les difficultés, on peut construire, mais de préférence, on vous dit de ne pas aller dans telle zone parce qu'il y a des difficultés. Ça, c'est le premier conseil. Donc, même acheter le terrain, c'est un processus. Allez vers les connaisseurs, ils vous conseillent. Ensuite, comme on vient de dire, il faut faire l'étude de sol. Il faut aller prendre un architecte. Après, il faut aller prendre un bureau d'études d'ingénierie en génie civil qui vous fait tout ce qui est dimensionnement et calcul et vous sort vos détails de plan d'exécution. Même les lots techniques, on les néglige. Allez prendre des spécialistes pour l'installation électrique, pour plomberie, etc. Ils vous font faire des plans en bonne et due forme. Si possible, allez voir un bureau de contrôle qui vous fait un visa de la qualité des études données. Après maintenant, allez voir un entrepreneur. Ne prenez pas le maçon du quartier. Il va vous amener que des problèmes parce que vous ne voulez pas payer un entrepreneur. Maintenant, il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Il y a des techniciens supérieurs qui sortent, qui sont entrepreneurs. Il y a des ingénieurs qui travaillent quelque part et qui en parallèle, qui ont aussi leur entreprise. Si vous les prenez, ça ne va pas vous coûter cher. Donc, allez vers les experts.
Faites l'expertise de la production de votre projet. Faites l'expertise de la construction en prenant des experts pour la construction. Et in fine, bon, il y a quelque chose que je veux rajouter qui peut-être est un peu superstitieux. En tout cas, nous, en Afrique, même avant d'acheter un terrain, allez voir vos anciens. Les anciens, c'est qui? C'est vos grands-pères, vos tantes, vos ceci, etc., qui peuvent aller faire d'abord la vérification à faire, faire des prières avant de venir construire. Même avant de construire, il y a des choses, des prières qu'on vous fait que vous devez mettre aussi dans la maison pour la stabilité. Parce qu'il y a les vus et les non-vus. Nous, on est trop rationnels. Les microbes, vous ne les voyez pas et ça vous rend malade. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des gens qui vivent avec nous que vous ne voyez pas, ben, vous n'y croyez pas. Chacun maintenant est libre. Mais en tout cas, moi, j'ai eu tellement d'expérience que maintenant je sais ce qui se passe. Wow. J'ai vécu des choses, je sais ce qui se passe. Et donc aussi, ça, ne pas négliger pour ceux qui veulent construire aussi. Ah, s'ils sont des croyants, moi je leur conseille de faire au moins les prières nécessaires aussi avant de le faire. Un bateau avant que ça parte, on prend des champagnes, on tape dessus. Pourquoi pas? Vous voyez, je ne sais pas si on a vu l'aéroport de Kansai. Mais lorsqu'il s'est agi de venir faire les fondations, ben, à l'ouverture, mais ils ont fait des prières. Et c'est le peuple le plus évolué sur le plan technique et scientifique, le Japon. Sa seule malchance, c'est de ne pas avoir des terrains disponibles pour pouvoir développer leur intelligence. Mais aujourd'hui, dans ce monde, si on cherche la science, la technique, loin, aller au Japon. C'est les meilleurs. Même si eux, ils font des prières, nous, on n'accepte pas de le faire. Ah, on verra les conséquences. Voilà. Merci, M. Mbaye Diop, pour cette expertise. Merci à vous. Vous l'avez compris, chaque fissure raconte une histoire. Et il est de notre devoir quand même de l'écouter pour construire un Sénégal meilleur. Merci d'avoir suivi la chaîne TV Les Chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP et à très bientôt pour un nouveau sujet essentiel. Je vous remercie. Merci à vous. Bien.